Très bien, bienvenue à notre deuxième atelier, les programmes centrés sur la communauté, des concepts et des pratiques clés. Je suis Adèle Merheb. La rencontre d'aujourd'hui va être enregistrée et sera disponible sur le site web d'Ocassi au début de la semaine prochaine. Et nous allons vous envoyer un courriel pour vous en informer. La présentation d'aujourd'hui, les outils et ressources additionnelles sont disponibles pour le téléchargement sur le site web. Si vous voulez revoir ces outils ou si vous voulez revoir la rencontre d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site web. Prochaine diapo. Tout d'abord, j'aimerais mentionner quelques détails pratiques et des détails concernant la participation. OCACI est engagé pour participer, pour accroître la participation de toutes les personnes présentes, incluant les personnes vivant avec un handicap. La rencontre d'aujourd'hui se tient en anglais, mais nous aurons accès à de l'interprétation simultanée vers le français, ainsi qu'à de l'interprétation ASL et LSQ. Vous avez également accès aux sous-titres. Si vous voulez accéder à l'interprétation simultanée en français, au bas de votre écran, vous pouvez cliquer sur l'icône Interprétation et choisir Français. Vous pouvez aussi écouter l'original et dans ce cas-là, vous pouvez couper le son d'origine. Si vous voulez activer la fonction ASL ou LSQ, vous pouvez cliquer sur l'icône Interprétation et sous l'onglet Regarder, Watch, vous pouvez cliquer sur ASL ou FSL pour LSQ. Prochaine diapo. Si vous voulez activer les sous-titres, au bas de l'icône Interprétation, juste à côté de l'icône Interprétation, vous allez voir l'icône CC pour les sous-titres. Nous allons vous demander de partager vos pensées et vos questions sur Slido. Vous pouvez cliquer sur Slido et entrer le code que vous voyez à l'écran ou vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la boîte de clavardage. Ou vous pouvez simplement balayer le code QR qui est à l'écran. Nous allons vous accorder quelques instants pour balayer le code QR. Merci. N'hésitez pas à poser des questions dans la boîte de clavardage. En ce qui concerne ces différents outils, nous allons pouvoir vous redonner les liens si c'est nécessaire. Prochaine diapo. Maintenant, en ce qui concerne les détails pratiques, la fatigue sur Zoom est une réalité. N'hésitez pas à faire ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous. Soyez attentive à votre corps et à vos émotions. Cette séance sera enregistrée et téléchargée sur le site web. Nous vous demandons aussi de remplir le formulaire d'évaluation que nous allons partager avec vous à la fin de cette séance. L'objectif est d'améliorer nos rencontres futures. Prochaine diapo. Je vais maintenant lire la reconnaissance des territoires. Je voudrais commencer en reconnaissant les territoires traditionnels des peuples de l'île de la Tortue. La terre sacrée sur laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui a été un lieu d'activité humaine pendant 15 000 ans. Nous reconnaissons la terre sur laquelle Ocassi se trouve, qui est un territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les peuples Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et qui constituent aujourd'hui le foyer de nombreuses et diverses personnes issues de peuples de Premières Nations, Inuits et Métis. Ce territoire fait partie du pacte de la ceinture Wampum, un bol, une cuillère, un accord entre les peuples Haudenosaunee, Ojibwe et leurs nations alliées, établissant la responsabilité commune de partager et de prendre soin des ressources autour des Grands Lacs. Nous reconnaissons également que Toronto est couverte par le traité 13 signé avec les Mississauga de Crédit. Maintenant, j'aimerais vous présenter nos formatrices d'aujourd'hui. Zubeida Ramji est une consultante torontoise du secteur sans but lucratif qui possède une grande expertise en matière de planification, d'évaluation et de développement organisationnel au sein d'organismes communautaires de santé et de services sociaux. Elle apporte à son travail une forte philosophie communautaire
ainsi qu'une connaissance approfondie des questions liées à l'accès aux services pour les groupes marginalisés, notamment les femmes, les réfugiés, les nouveaux immigrants et les communautés ethno-raciales. Zubeida a travaillé dans divers contextes au Canada et dans des pays en développement, où des professionnels, des bénévoles et des consommateurs ont été impliqués conjointement. Notre deuxième formatrice est Amy Go. Amy est également consultante à Toronto dans le secteur à but non lucratif. Amy est travailleuse sociale de formation. Elle a commencé sa carrière en tant que directrice des services aux immigrants et du développement communautaire au centre communautaire Wood Green. Elle est ensuite devenue directrice des services de soutien communautaire à Wood Green. Pendant 18 ans, Amy a été directrice générale du Yi Young Center for Geriatric Care. Amy est également une militante et a joué un rôle de premier plan dans de nombreuses organisations locales, provinciales et nationales de promotion de droits de l'homme, de la justice sociale et de l'équité. Merci. Zubeida et Amy, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation, Adèle. Bienvenue tout le monde à cet atelier sur la programmation axée sur les communautés. Amy et moi-même sont heureuses d'être ici. Nous avons plusieurs années d'expérience. Nous continuons d'apprendre. Les communautés évoluent et tout autour de nous, incluant l'environnement des bailleurs de fonds, continue d'évoluer. Nous avons hâte d'apprendre à vos côtés aujourd'hui et lors de la rencontre de suivi la semaine prochaine. Dans cet atelier, notre objectif sera de vous donner des concepts clés et des principes directeurs en matière de programmes communautaires. Ensuite, nous allons entrer dans les détails pour mieux comprendre la façon de développer et de présenter un concept de programme à des bailleurs de fonds potentiels pour que votre proposition soit attrayante, pour que les bailleurs de fonds soient attirés par votre proposition. C'est notre but. Cet atelier est divisé en différentes parties. Nous avons un ordre du jour très ambitieux. Nous allons essayer donc de passer à travers rapidement. Nous espérons que nous aurons le temps de prendre vos questions aujourd'hui, mais nous sommes rassurés par le fait qu'il y aura un atelier de suivi pour les questions-réponses. Nous sommes très enthousiastes en ce qui concerne la session de suivi. Selon notre expérience, et je pense que vous êtes d'accord avec cela, parfois on a trop d'informations à assimiler et cela prend du temps de digérer certaines informations. Et ce temps-là est nécessaire pour trouver des questions pertinentes. Et donc, la séance de suivi sera une bonne chose pour cela. Je vais vous présenter les premières diapositives. Il s'agit des concepts, principes et quelques définitions. Puis Amy va prendre le relais et moi, je reviendrai vers la fin pour finir la session. Nous voulions commencer par le partage de définitions. Qu'est-ce que c'est la programmation communautaire? Nous avons analysé différentes sources et il y a un certain consensus en ce qui concerne les définitions. Nous nous basons ici sur une définition du Royaume-Uni. Mais comme je l'ai dit, dans la littérature à ce sujet, cette définition revient. La programmation communautaire est synonyme à l'utilisation des méthodes participatives où les membres de la communauté sont activement impliqués. Ces membres sont impliqués dans la planification de la conception, sont impliqués dans la livraison et l'évaluation des services.
Donc, l'approche de la programmation communautaire vise à répondre aux différences de pouvoir entre les prestataires de services et les communautés. En d'autres mots, il s'agit ici d'égaliser les conditions d'interaction. La programmation communautaire vise aussi à promouvoir la santé et le bien-être ou de réduire les inéquités sur le plan de la communauté. Il s'agit donc ici d'une définition en 3 parties. Et cette définition permet d'élaborer les principes et concepts clés dont nous allons parler maintenant. Prochaine diapo. Diapo 11. Donc, nous avons 3 concepts clés. Dans cette définition, il y a donc ces 3 concepts que l'on peut définir. Le premier concept, communauté. Deuxième concept, la collaboration. Troisième concept, le changement positif. Nous avons aussi 6 principes directeurs qui sont liés au concept clé. Le concept clé communauté définit le principe directeur qui est de connaître vos communautés. Ensuite, pour le deuxième concept clé, les principes directeurs sont refléter vos communautés, respecter vos communautés, reconnaissez et réciproquer vos communautés. Ensuite, pour le troisième concept, les principes directeurs sont universalisme ciblé et traitement éthique des communautés. Il s'agit donc ici des 6 principes qui correspondent aux 3 concepts clés. Nous allons maintenant voir chaque concept. Ici, nous allons prendre une courte pause et faire un sondage. Et lorsque vous pensez à la communauté, à quoi pensez-vous? Je vais demander qu'on lance le sondage. Il y aura des choix. Excusez-moi, en fait, il y a eu un problème technique. Nous allons reprendre le sondage. Oui, c'était très rapide et puis tout à coup, le sondage a disparu. Je veux m'excuser, j'ai un chien ici avec moi et il est censé être en contrôle. Mais je m'excuse d'avance si jamais il s'enthousiasme trop et que vous l'entendez. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de répondre au sondage. Lorsque vous pensez aux communautés ou à la communauté, quels sont les attributs qui vous viennent à l'esprit? Adèle, nous allons mettre fin au sondage. C'est intéressant, même si ce n'est pas forcément... c'est surprenant, oui, comme je le mentionnais. Beaucoup d'entre vous pensent en termes d'ethnicité et de race lorsqu'il s'agit de l'identité des communautés avec lesquelles vous travaillez ou avec lesquelles vous êtes en connexion. Il y a aussi les identités de genre qui ont reçu beaucoup de réponses. Parfois, les services, certains services sont sexo-spécifiques. On a aussi le statut d'immigration. Très bien, merci. Nous allons continuer.
Comme vous l'avez mentionné, lorsqu'on parle de communauté, on pense à des groupes de gens qui partagent des points communs. Cela peut être la géographie. De façon intéressante, on n'a pas vu ça dans le sondage, dans les réponses que vous avez données, mais un autre point commun, cela peut être des intérêts, une identité, que ce soit ethno-raciale, le genre, le statut d'emploi. Un autre point commun peut être l'expérience ou un problème partagé, un enjeu. Ce qui est important pour nous, et peut-être que cela semble évident, mais c'est important aussi de le mentionner. Lorsqu'on parle de communauté, il y a des différences au sein d'une même communauté. Une communauté n'est pas homogène. Par exemple, si on parle d'un voisinage qui partage une géographie, au sein de cette communauté, il y aura des expériences communes, mais il y aura aussi des différences. Par exemple, en ce qui concerne la situation socio-économique, le type de famille, la race, le mode d'occupation du logement et autres. Ces différences peuvent changer la façon dont les gens vivent leur voisinage et la façon dont ils se sentent appartenir à la communauté. Et cela peut également changer la façon dont ils perçoivent leur rôle et leur implication dans la communauté. Sur cette diapositive, on utilise la métaphore du casse-tête. Lorsqu'on pense aux communautés, à soi-même en tant qu'individu, lorsqu'on pense à la façon dont on décrit nos communautés, c'est très complexe. Ce n'est pas simple. Chaque communauté et chaque individu au sein de la communauté a plusieurs identités. Il y a une intersectionnalité entre les différentes identités et cela est important. Donc, dans ce casse-tête, on se voit soi-même ainsi que la communauté. Donc, lorsqu'on se voit en tant qu'individu, il y a le sexe biologique, il y a par exemple l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le statut économique et son histoire de vie. Lorsqu'on pense en tant qu'individu, on définit également des dimensions de l'âge et autres. Et tous ces éléments entraînent des expériences différentes. Ce que nous avons noté aussi dans cette diapositive, c'est le statut d'immigration. Pour la plupart d'entre vous, c'est un élément important à prendre en compte. En ce qui concerne la période d'établissement également, le temps depuis lequel ces immigrants sont au Canada ou dans l'Ontario, cela va être également un facteur qui va déterminer l'expérience de ces immigrants. Nous voulions inclure cette définition des communautés racialisées. Il y a différentes définitions, mais en général, ce que nous voulons mentionner, c'est le fait que dans notre contexte actuel, au Canada, les groupes racialisés sont des personnes de couleur. Nous n'allons pas passer trop de temps sur cette définition, mais c'est une définition que nous voulions vous donner ici parce que la racialisation est un processus social et politique. Ce terme est utilisé fréquemment de nos jours. Et lorsqu'on utilise ce terme, on fait référence aux personnes de couleur. Maintenant, pour revenir au concept et aux principes directeurs, nous avons parlé de la communauté et des différents facteurs qui identifient une communauté. On a parlé de l'intersectionnalité, des nuances. Maintenant, nous allons passer au deuxième concept, c'est la collaboration. Donc, lorsqu'on pense à la collaboration avec les communautés,
on veut parler de principes directeurs suivants. Reflétez vos communautés, respectez vos communautés, reconnaissez et réciproquez vos communautés. Prochaine diapo. Donc, la collaboration sur le plan communautaire. Dans la programmation communautaire, ce qui est important, c'est d'impliquer activement des membres de la communauté, et ce, à toutes les étapes. Tout ce qui a trait à l'évaluation des besoins, la planification de la conception, la livraison des programmes et l'évaluation des services. Donc, à toutes ces étapes, la collaboration doit inclure une approche participative. L'objectif ici, c'est de faire attention et d'aborder les dynamiques de pouvoir qui existent, de définir également les obstacles qui existent et qui empêchent les gens d'accéder au même niveau que les personnes qui sont à des postes de leadership. Prochaine diapo. Donc, lorsqu'on parle d'approche participative au sein de vos communautés, lorsqu'on pense à la diversité des membres au sein des communautés, en gardant donc à l'esprit les identités, l'intersectionnalité qu'on a mentionné plus tôt. Lorsque vous pensez à la participation des communautés, à quoi pensez-vous exactement? On pourrait par exemple penser aux communautés les plus marginalisées. Selon vous, quels sont les obstacles qui empêchent la participation de vos communautés? Qu'est-ce qui empêche vos communautés à participer de façon égale? Et quels sont les soutiens dont ces communautés auraient besoin? Adèle, on va passer au sondage. Ici, il y a différents choix. La question ici, c'est donc quels sont les obstacles qui empêchent la participation des membres de votre communauté? Vous pouvez choisir plus d'une réponse, car il se peut qu'il y ait plusieurs obstacles. Très bien. Je vois qu'il y a 46 personnes qui ont participé, alors que je pense que ça ne correspond qu'à la moitié des personnes présentes. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien. Pouvons-nous maintenant mettre fin au sondage? Vous voyez les résultats. Je vois que la majorité des personnes disent que ce sont tous les obstacles qui ont été cités qui entrent en jeu. Par exemple, il y a un manque de compréhension du fonctionnement des systèmes. Il y a beaucoup de réponses qui décrivent cet obstacle. Et oui, cela est tout à fait le cas selon notre expérience, surtout lorsqu'on pense aux communautés qui viennent d'arriver et qui sont en train de s'établir. Amy et moi, nous avons travaillé avec des communautés qui étaient établies depuis quelque temps et donc des communautés qui ne sont plus des immigrants. Et pourtant, même ces personnes-là ont du mal à comprendre comment fonctionnent les systèmes. Donc, c'est en effet un obstacle très compréhensible. Et cet obstacle-là a des répercussions sur les communautés. Donc, il faut penser à cet obstacle dans le cadre de la programmation communautaire pour permettre aux gens de participer de façon raisonnable. Merci, Adèle.
Donc, lorsqu'on parle du principe de collaboration, ici à l'écran, vous voyez un résumé. Lorsqu'on dit refléter vos communautés, c'est important que les gens avec qui vous êtes en contact puissent s'identifier à vous. Donc, il faut s'assurer de penser à tous les segments de l'intersectionnalité qui a trait dans votre communauté, à votre communauté. Le processus collaboratif doit réellement refléter qui sont vos communautés et refléter également les divers segments de votre communauté. La plupart des communautés, par exemple, sont composées à 50% de femmes. Donc, il faut vous assurer que plus de 50% de vos participants sont des femmes et qu'il ne s'agit pas d'un processus dominé par des hommes. Ici, un certain groupe ne peut pas être présent. Dans ce cas-là, il faut que vous vous demandiez pourquoi, quels sont les obstacles à leur présence. Et dans ce cas-là, il faut également avoir un processus en place pour que ces segments de la communauté manquants soient impliqués. Le deuxième élément, respectez vos communautés. Ce qui frustre souvent les communautés, c'est que les communautés sont la cible d'approches qui ne les impliquent pas à 100%. Elles sont consultées pour la rétroaction, mais ensuite, il n'y a plus de suivi. Donc, le processus d'implication des communautés n'était pas complet. Et il faut comprendre cela pour ne pas faire le même type d'erreur. Car si vous faites cela, vous allez laisser un arrière-goût aux communautés qui n'apprécient pas ce type d'approche. Une fois que vous impliquez les communautés, elles ont besoin de mise à jour, de suivi, et elles ont besoin de savoir ce qui se passe et qu'est-ce que vous faites de leur rétroaction. Vous pouvez trouver des façons pour faciliter leur participation. Je vais le mentionner un peu plus en détail plus tard. Mais si vous avez donc des processus qui doivent être mis en place dans certains lieux pour faciliter la participation, ça c'est un bon exemple. Vous pouvez avoir des interprètes sur place. Vous pouvez donc mettre en place différentes solutions pour faciliter l'accès à vos communautés. Vous pouvez par exemple diviser la rencontre en plusieurs rencontres pour que les gens aient le temps de digérer les informations et poser des questions. Il s'agit donc ici de choses basiques pour assurer le respect. Mais parfois, lorsqu'on veut être efficace, on fait les choses à la hâte et on néglige ce type d'éléments. C'est très important de reconnaître les contributions et valoriser les contributions des communautés. Alors, en offrant des honoraires, mais aussi des horaires, la nourriture, un rabat, c'est une belle manière de reconnaître les contributions d'autrui, aussi les remerciements et aussi d'investir dans la communauté en offrant la formation, le développement de compétences et aussi pour reconnaître les communautés lorsqu'ils offrent leur rétroaction. Ils demandent pour une réponse ou une action vis-à-vis les besoins qu'ils ont soulignés. Alors, démontrez votre engagement et de communiquer qu'est-ce qui s'en vient, quelles sont les prochaines étapes et de faire preuve de transparence et honnêteté. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
La troisième notion porte sur le changement positif. Alors, la programmation communautaire, comme nous avons vu dans la définition, pour promouvoir le bien-être, la santé, de réduire l'iniquité. Alors, cela porte sur le changement positif, un changement ciblé et visé. Et les principes que vous voyez sur l'écran sont liés à la notion de l'universalisme. C'est ciblé, c'est un terme que les gens ne connaissent pas nécessairement, alors on va en parler sous peu, et aussi le traitement éthique des communautés. Si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Avant d'examiner les détails de ces principes, peut-être on peut prendre un moment pour lancer un autre sondage. Alors, vous êtes présent ici à cet atelier vis-à-vis des changements que vous aimeriez atteindre ou que vis-à-vis les besoins communautaires. Quels sont ces changements positifs que vous aimeriez voir? Et voici un sondage à nouveau. Il se peut que vous avez plusieurs choix si c'est pertinent pour vous. Adèle, peut-être on peut afficher les résultats du sondage. Merci. À nouveau, c'est pas surprenant. Comme vous pouvez voir ici dans le résultat, vous avez des enjeux dans l'emploi, surtout en matière d'emploi qui sont choisis, des carrières choisies. La santé, la santé physique, mentale, ça c'est aussi important aussi de pouvoir atteindre un sentiment d'appartenance dans le pays et dans la province. Merci. Lorsqu'on envisage ou considère les changements positifs pour vous offrir un bilan de qu'est-ce que les membres, Ocasi et d'autres organisations visent à atteindre. Alors, principalement, qu'ils ont le financement ou ils visent à obtenir le financement pour pouvoir promouvoir la santé, le bien-être. On parle beaucoup des déterminants sociaux tels que le logement, l'alimentation, accès à des soins de santé opportuns et appropriés, adopter des pratiques de prévention, de la soin de soi-même, puis aussi accélérer ce sentiment d'appartenance, d'établissement, pour pouvoir être impliqué dans la communauté, de maîtriser la langue officielle, que ce soit le français ou l'anglais. Prochaine diapo, s'il vous plaît. D'autres exemples qu'on comprend la facilitation de l'intégration, du travail que peut-être vous êtes en train de mener à- vis-à-vis l'organisme d'accueil pour créer un environnement beaucoup plus inclusif pour les nouveaux arrivants. Aussi, l'accès opportun à des informations correctes et aussi, et aussi la réduction des inéquités en considérant qui sont les populations les plus vulnérables dans vos communautés pour pouvoir assurer qu'ils ont les soutiens nécessaires pour atteindre les résultats souhaités et aussi de surmonter les obstacles qui empêchent leur participation à l'accès aux services. Alors, ça, c'est des changements positifs, des exemples que peut-être vous visez à mettre en œuvre auprès de vos organisations
ou dans les propositions que vous êtes en train de développer pour l'avenir. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle du universalisme ciblé en tant que principe, cela veut dire que vous êtes en train de développer des stratégies qui vont s'attaquer aux besoins, ou répondre aux besoins des populations plus marginalisées. Et en faisant ce, vous êtes capable d'atteindre un objectif universel qui va bénéficier la communauté plus large. À titre d'exemple, des gens vivant avec des handicaps auprès de vos communautés. Peut-être quelque chose que vous pourrez développer en les gardant à l'esprit, comprend les soutiens que vous allez mettre en place vont, vont aussi avoir une valeur pour les autres groupes communautaires. On peut penser à les aînés, par exemple, même s'ils ne sont pas atteints d'un handicap, ils vont avoir des enjeux de mobilité restreinte ou des blessures à court terme. Alors, vous pouvez voir, lorsque vous envisagez quelqu'un qui fait partie d'un groupe plus marginalisé, lorsque vous êtes en train de développer un soutien pour eux, ça peut en effet avoir un bénéfice pour les autres groupes communautaires. Ça, c'est vraiment la notion de l'universalisme ciblé. Et ça, c'est un principe important. Des fois, c'est trop facile d'envisager des gens ou c'est plus facile d'envisager ce groupe qui est plus facile à se desservir et que c'est plus facile à le faire. Alors, si c'est utile, peut-être à un certain degré, ça ne s'attaque pas les inéquités qui peuvent se manifester auprès de votre communauté et que vous devez considérer lorsque vous êtes en train d'envisager les groupes plus marginalisés. Alors, les considérations éthiques portent sur les changements que vous voulez apporter. Alors, disons que, par exemple, est-ce qu'il y a un tort potentiel, un changement qui pourrait sembler positif sur la surface peut en effet produire un tort plus long terme. Alors, d'une perspective éthique, il faut prendre en considération un tort, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la communauté. Alors, c'est aussi la manière dont une communauté pourrait être perçue par autrui. Alors, c'est très important lorsqu'on prend en compte les considérations éthiques, ça doit aller au-delà de l'individu et de prendre en considération des enjeux, des défis structurels plus larges qui pourraient être pertinents ou présents, surtout en matière de stigma et de discrimination. Ça pourrait découler d'un changement positif, mais que finalement, ça a un résultat, une conclusion néfaste. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors maintenant, on va prendre une pause de ma voix parce que c'est Amy qui va prendre le bâton maintenant. Alors, elle va nous préparer pour développer le concept de votre programme au bailleur de fonds avec des renseignements plus détaillés ainsi que des exemples. Merci beaucoup, Surveille. Pouvez-vous passer la prochaine diapo, s'il vous plaît? Je suis certaine que plusieurs d'entre vous allaient citer justement l'IRP. Alors, justement, il y a des principes clés qui aimeraient que vous preniez en compte lorsque vous êtes en train de préparer vos propositions de financement. Alors, là, ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'intégrer les principes cœur ou clés dans le développement du programme. Alors, en suivant ce cycle de programme, vous êtes aussi en train de refléter les principes cœur que les RCC visent à mettre en lumière dans le programme de financement. Les 4 domaines ils veulent que vous engagez, c'est le centre sur les résultats, les utilisations
efficiente des ressources, les ouvriers pour les clients et les réactifs. Alors, bien sûr, on comprend que qu'est-ce que ça veut dire être centré sur les résultats ou les clients? Vous avez vraiment besoin vous avez les meilleurs intérêts de votre clientèle dans votre conception et votre développement. Et ça, elle va être vraiment le cœur de toute votre conception de programme et développement de programme. C'est pas simplement la conception, c'est aussi la mise en œuvre, c'est aussi l'évaluation. Alors, c'est vraiment le cœur qui vraiment donne l'élan à tout le processus. Et si vous regardez la partie qui porte sur les bailleurs de fonds, alors il parle sur les gens qui sont vulnérables, marginalisés, qui font face à des défis supplémentaires. Alors, cette notion qu'on croit, ça rime vis-à-vis justement l'universalisme ciblé. Alors, on doit, avec cette compréhension de se centrer sur les résultats ou sur les clients, on doit être capable de développer des programmes qui répondent à leurs besoins. Et c'est aussi en train de mettre en lumière non seulement les besoins des individus, mais aussi les besoins de la communauté ou de la société, parce que bien sûr, AIRCC et d'autres bailleurs de fonds ont un autre niveau d'objectivité qui aimerait voir reflété pour assurer l'intégration efficace des nouveaux arrivants. Parce que clairement, ça va aider à faire progresser la société et d'aider avec le processus d'établissement. Et pour le bien du Canada, lorsqu'on est en train de faire la conception, on est en train de regarder les résultats. Et pour rebondir sur les propos de Obeda, vous avez toujours besoin de démontrer les retombées ou les convénients que vous visez à atteindre. Alors, c'est vraiment ça. C'est en train de centrer sur les résultats. C'est pas seulement sur l'individu, mais aussi sur les bénéfices sociaux qu'on vise à atteindre. Et pour un bien de la communauté, c'est pour démontrer l'utilisation efficiente des ressources, non seulement les ressources financières, mais aussi comment on peut tirer profit des volontariats, le partenariat, les communautés, parce doit être capable de démontrer qu'est-ce que les communautés peuvent offrir à ce processus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme vous pouvez voir, ici, nous avons intégré les bailleurs de fonds, les 4 domaines, les principes de qu'est-ce qu'on appelle justement le cycle de développement d'un programme. Ça comprend la planification, la mise en œuvre, l'évaluation et vraiment cette approche fondée sur la clientèle, ça vraiment informe tout le cycle. Alors, une approche axée sur les résultats, ça c'est pris en compte dans le processus de planification et aussi toute l'efficacité des ressources était attachée à la planification ainsi que la mise en œuvre. Et les résultats et les manières dont vous allez évaluer les résultats et les améliorations en continu de votre programme doivent être intégrés à tout moment de ce processus. Alors, si vous passez à la prochaine diapo, s'il vous plaît. On comprend que vous vous trouvez tous à différentes étapes en tant qu'organisation. Alors, on aimerait savoir qui vous êtes, même si on peut vraiment en train de communiquer, on vous voit pas nécessairement, mais on va pouvoir apprendre davantage à propos de qui vous êtes et j'espère à travers les questions-réponses, on va pouvoir répondre de manière plus ciblée à vos besoins. Alors, si vous pouvez lancer le sondage, alors pourriez-vous décrire l'organisation auquel vous appartenez? Alors, la première question est la suivante. Alors, je vois que les réponses commencent à rentrer. Alors, quel est votre poste au sein de votre organisation? Est-ce que vous êtes membre du conseil, gestionnaire, coordonnateur, coordonnatrice, volontaire, etc.? Alors, je vois seulement 3 personnes qui ont répondu à date. Alors, désolé, j'ai lancé, désolé,
C'est le mauvais sondage. Non, on peut continuer avec cette question, c'est correct. On va continuer. Bon, alors la première question qu'on va vous poser est la suivante. Quel est votre poste au sein de votre organisation? Simplement pour savoir qui fait partie de notre auditoire aujourd'hui. Alors, il y a 65 participants. Je vois 42 réponses. Ça se peut qu'il y en a quelques de vous qui sont sur des appareils qui leur rend un petit peu plus difficile de répondre à les sondages, mais vous donnez quelques secondes de plus pour répondre à la question, peut-être 10 secondes. Puis par la suite, on va fermer le sondage. Super. Bon, à voir les résultats. La plupart occupent des postes de gestionnaire, de coordinateur, coordonnatrice. Il y a quelques membres de conseil parmi nous. Il y a autres. Il y a des volontaires et des membres des communautés. Alors, on a en effet un autre sondage que nous allons lancer. Et la prochaine question porte le, le groupe auquel vous avez participé. Est-ce que vous avez une communauté récemment arrivée? Ou est-ce que peut-être vous avez déjà une idée de programme qui a été développé par les leaders communautaires, mais peut-être vous ne l'avez pas encore testé. Il se peut que vous avez déjà fait des projets pilotes, vous avez une certaine expérience avec les programmes et stratégies, vous avez simplement besoin de le réexaminer et de le peaufiner, votre projet pilote. À nouveau, choisissez l'option qui mieux décrit votre groupe. Alors, je vois 30 personnes qui ont répondu de 67. Peut-être il n'y a aucun qui correspond à votre groupe. Je vais vous donner encore 5 secondes à répondre à ce sondage et par la suite, on va pouvoir clore le sondage. Merci. Alors, certains parmi vous ont déjà de l'expérience dans la phase de projet pilote. Il y en a un qui ont déjà développé des idées. Il y en a qui n'ont pas encore eu l'opportunité de le tester. Il y en a d'autres qui sont dans des étapes plus précoces. Alors, c'est assez égalitaire. Alors, merci beaucoup pour ces réponses, pour savoir exactement où vous vous trouvez dans le processus. Alors, si on passe à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler de la phase de planification qu'on n'arrête pas de mentionner et on va utiliser toute notion de qui, quoi, comment, pourquoi pour vraiment informer ce processus. Parce que je crois que en soulevant ces questions, c'est beaucoup plus facile pour identifier, comprendre le processus. Et même pour nous, comme ça, on peut aborder ces notions. Alors, on va commencer avec le qui. Alors, il faut définir vos groupes communautaires ciblés ou les communautés ciblées. Vous travaillez avec qui exactement? Alors, une fois que vous avez défini cela, on va parler de comment vous allez mettre en pied d'autres comités qui vont contribuer à ce processus. Peut-être c'est un groupe de travail, un comité de planification qui va aider avec l'évaluation des besoins. Et par la suite, on va parler de comment on va identifier les buts, les résultats souhaités. Et aussi, on va aborder comment on va développer la méthode d'intervention. Alors, le qui, c'est les premiers deux éléments. Et par la suite, on va parler du pourquoi et l'évaluation des besoins. Et par la suite, le comment. Et cela porte sur les objectifs et la méthode. On va commencer donc avec qui? Nous avons besoin vraiment connaître les communautés que vous visez à cibler.
Et en dressant ce profil, c'est assez approfondi. Cela veut dire que vous avez besoin de savoir leur âge, leur revenu, leur genre, le niveau d'éducation, le niveau de la santé et aussi la diversité raciale et ethnique, parce que tous ces éléments de compréhension, tels que mentionnés par ce BD, on se définit tous de différentes manières, et de manière intersectionnelle. Alors, si nos besoins doivent être répondus, on doit comprendre qui on est en train de desservir, comment il se définit et quelles sont les démissions clés qu'on doit examiner. Et puis, notamment, avec toutes ces données, on a besoin de capables d'identifier les désavantages et les marginalisations que les communautés ont en train de subir. Comment obtenir les données? Tous les éléments que nous avons mentionnés. Vous étiez sur la mauvaise diapo. Non, merci. Merci de me l'avoir signalé. Alors, ces points de données, comment est-ce que vous allez obtenir ces données démographiques? Le genre, la, l'identité, l'ethnicité, le revenu, etc. Vous pouvez obtenir ces données de Statistique Canada, de la recherche en politique, par exemple, le Conseil canadien sur le développement social, ou aussi d'autres conseils. Il y a aussi de la ville, par exemple, la ville de Toronto a vraiment des profils exceptionnels sur leur site web que vous pouvez utiliser et examiner pour déterminer les détails de chaque groupe par quartier. Et surtout aussi, des données peuvent être obtenues à travers votre propre organisation en menant les sondages, enquêtes, etc. Alors, ça, c'est des évaluations de besoins qui sont offerts par votre organisation ou d'autres organisations. Alors, essentiellement, vous avez besoin d'avoir une bonne compréhension des démographiques et des besoins des communautaires. Et si vous examinez la prochaine diapo, nous avons un exemple. Alors, cette étude de cas que nous allons aborder aujourd'hui porte justement sur les besoins d'établissement et des infirmières formées à l'étranger. Alors, une organisation d'établissement, il y a plusieurs euh, clients qui ont été formés à l'étranger. Ils vont face à des défis assez importants qui ne sont pas méconnus. Ça a été signalé par la presse et abordé vers les groupes de plaidoirie ont abordé ces sujets pendant des décennies. Et même Ocassi a soulevé ces enjeux. Alors, toutes les données qu'ils ont recueillies de la part de leur clientèle, ils savent qui ils sont, de où ils viennent. Et essentiellement, la plupart sont des femmes, la plupart sont des femmes avec des familles, avec des jeunes enfants. La plupart sont en train d'occuper des emplois précaires qui payent pas très bien. La plupart ne parlent pas anglais. La plupart ne connaissent pas le processus d'accréditation. Leur formation n'a pas été reconnue. Et lorsqu'ils se préparent pour l'examen, ils n'ont pas le temps ni les ressources financières pour le faire. Et clairement, et toute la partie qui porte sur la maîtrise de la langue anglaise, ça représente des défis. Alors, vous recueillez tous ces profils et ces données pour pouvoir comprendre leurs besoins avant de passer à l'évaluation de besoins approfondis. Alors, avant de mener cette évaluation de besoins, qui va nous aider à faire le travail? Qui va nous aider à faire le remue-ménage, de planifier, de concevoir? Comment on va faire tout ce travail? Alors, il est donc important de garder cela à l'esprit. Alors, ça porte sur le point suivant, c'est de mettre sur pied un comité, un groupe de travail pour la planification. Et maintenant, on parle de qui devrait constituer ce groupe de travail, ce comité. En premier, vous avez besoin
d'examiner les communautés ciblées. Alors, toutes les infirmières formelles étrangères, qui d'autre? Vous avez besoin des gens qui ont des différents vécus, qui ont différents champs d'expertise ou de connaissances dans votre propre organisation ou même à l'extérieur de votre organisation. Les gens qui ont une expérience financière pour le développement de programmes, la mise en œuvre de programmes et aussi un lien avec les communautés que vous visez à cibler. Alors, vous avez besoin de constituer ce groupe en prenant en compte les compétences, les connaissances, les vécus. Et c'est vraiment important de respecter les communautés que vous essayez d'accueillir et de desservir. Lorsque vous parlez justement de respect, vous avez besoin que vous avez les dispositions nécessaires pour offrir le soutien des initiatives financières ou même justement la traduction des communications accessibles, comme ça, leurs contributions sont reconnues. Alors, plusieurs organisations, on vous encourage à voir si vous pouvez offrir justement des honoraires avec les groupes que vous ciblez. Si vous passez la prochaine diapo, on continue avec cet exemple de cas de les infirmières formelles étrangères. Alors, un groupe de travail est formé. Alors, à l'interne, nous avons des agences, d'établissements. Qui d'autre doit constituer ce groupe de travail? Certainement, on a besoin des professionnels de santé, un employeur qui vise à embaucher. Peut-être qu'ils font face à des enjeux d'embauche. Alors, on se met en contact avec eux et par la suite, on penche sur un élément clé. On a besoin, justement, lors des infirmières et infirmiers de l'Ontario, c'est l'organisme de réglementation qui est en train d'octroyer les licences aux infirmières. Alors, ils ont les connaissances, ils sont les détenteurs, les gardiens, mais ils sont comme j'ai mentionné, c'est les détenteurs des clés pour ouvrir les portes pour les infirmières. Puis ils ont aussi les connaissances du système pour surmonter les défis de telle manière où vous pouvez identifier où les infirmières et les infirmiers sont en train d'échouer dans le processus de accréditation. Vous avez besoin des infirmières et des infirmiers au sein du comité comme ça, ils apportent cette expérience. La prochaine diapo porte justement comment mener l'évaluation de besoins. Et si on passe sur la prochaine diapo, on va parler maintenant de l'évaluation de besoins. Alors, c'est une manière de pouvoir répondre à les questions suivantes. Quels sont les principaux problèmes qui préoccupent les groupes ciblés identifiés? Quelle est la racine du problème? Quelles sont les diverses expériences vécues au sein des communautés ciblées? Et, bien sûr, quel est l'impact sur la vie des gens? Comment les gens composent avec cela actuellement et où vont les gens pour trouver du soutien actuellement et quelles sont leurs expériences et quels sont les obstacles spécifiques auxquels ils font face présentement. Alors, lorsque vous menez cette évaluation de besoins, vous avez besoin de décerner, identifier les réponses pour chacune de ces questions et même un petit peu plus. Alors, c'est vraiment un projet préliminaire. Il y aura plusieurs d'autres questions que vous allez pouvoir développer avant, mener cette évaluation de besoins. Nous allons passer à la prochaine diapo. Comment est-ce que nous rassemblons les informations? Vous pouvez analyser des rapports, vous pouvez faire une évaluation des besoins et sachez que vous avez déjà des sources de données grâce à votre connexion avec la communauté. Vous avez déjà des membres communautaires qui peuvent partager leur expérience de vie. La question, c'est donc comment est-ce que vous obtenez ces informations de la part de ces personnes? C'est pour cela que c'est important de faire l'évaluation des besoins. Parfois, c'est déjà disponible grâce à ces connexions avec la communauté. Et si ce n'est pas le cas, il faut que vous vous demandiez comment recueillir les informations, comment entrer en contact avec les membres communautaires. Il se peut que vous ayez besoin d'un plan, de questions et vous pouvez mettre ces questions à l'épreuve avec votre comité de travail, par exemple.
Il est important de rencontrer des personnes qui ont une expérience vécue, des personnes qui viennent des secteurs que vous ciblez. Et les personnes vont pouvoir vous dire, est-ce que les questions que vous voulez poser font du sens ou pas? L'évaluation des besoins doit être faite de façon éthique et axée sur le respect des communautés. Et ensuite, il faut entrer en contact avec les membres communautaires. Vous pouvez mener des entrevues individuelles ou en petits groupes. Il faut respecter les communautés. Il faut réduire les obstacles pour que ces personnes puissent réellement partager leurs expériences et leurs histoires avec vous. Vous pouvez amener des traducteurs, des interprètes, des médiateurs culturels. Et donc, il faut pouvoir donner accès. Les principes clés ici reposent sur le respect et sur la réduction des barrières. Nous parlons aussi de d'autres moyens de recueillir l'information. Vous pouvez utiliser les médias sociaux. Même les nouveaux arrivants utilisent les médias sociaux. Certains nouveaux arrivants s'en sortent mieux au niveau technologique que nous. Et bien sûr, je parle ici des personnes qui ont accès à des ressources technologiques et non pas des personnes qui n'ont pas de téléphone portable, par exemple. Mais des personnes qui y ont accès sont assez expérimentées technologiquement. Vous pouvez aussi trouver des informations dans les forums communautaires, sur des plateformes, par exemple, déjà en place. Vous pouvez aussi mener des entrevues avec des informateurs clés, des leaders communautaires, des organismes partenaires ou des organismes de référencement. Donc, l'élément clé ici, c'est d'être réaliste. Étant donné les ressources limitées que vous avez, il faut être conscient. Cela peut être impossible pour nous de mener des études de grande ampleur. Les institutions universitaires qui sont financées par le gouvernement peuvent mener ce type d'études. Nous ne le pouvons pas. Donc, il faut être conscient de cela et savoir ce que nous pouvons faire dans la limite de nos capacités et des ressources que nous avons à notre disposition. Parfois, au lieu de faire une étude approfondie, vous pouvez demander à travers des sondages, par exemple, pour avoir un aperçu de la situation. Dans le cadre de ces sondages, vous pouvez obtenir des informations sur la situation actuelle. Vous pouvez faire remplir des formulaires, mais vous pouvez aussi contacter certaines agences, des agences qui possèdent déjà des données. Vous pouvez parler à vos informateurs clés comme vos conseillers, vos travailleurs pour l'établissement des nouveaux arrivants. Ce sont des personnes qui sont déjà en première ligne sur le terrain. Les groupes de discussion aussi. Ce sont des potentielles sources d'informations. Ici, donc, sur la diapositive, vous voyez d'autres organismes qui possèdent déjà ces données. On va passer à la prochaine diapo. Ici, vous pouvez identifier d'autres organismes qui offrent déjà des services connexes dans le même secteur ou d'autres. Donc, puisez dans les ressources de votre groupe de travail, de vos organismes partenaires, afin d'identifier les différentes sources d'informations. Sur la prochaine diapositive, vous avez d'autres exemples qui vous montrent comment vous pouvez recueillir de l'information. Il faut explorer en vous posant des questions. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que font spécifiquement ces institutions? Qu'est-ce qu'ils font spécifiquement à propos des problèmes? Qu'est-ce que ces organismes ne font pas? Qui servent-ils et qui ne servent-ils pas? Même dans ce secteur, ce ne sont pas tous les organismes qui servent toutes les personnes du groupe cible. Vous pouvez aussi vous demander à quel point arrivent-ils, ces organismes, à répondre aux groupes cibles qui vous préoccupent?
Donc, vous pouvez contacter les fournisseurs de services. Vous pouvez aussi contacter les communautés directement et leur demander qu'est-ce que ces communautés pensent de ces prestataires de services. Et vous pouvez demander aux organismes à quels défis ils font face et quelles sont leurs leçons apprises. Et les communautés avec qui ces organismes travaillent peuvent aussi vous donner des informations. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est de savoir est-ce qu'il y a des opportunités de collaboration, est-ce qu'il y a des études et des recherches disponibles à propos des communautés cibles. Prochaine diapo. Donc, l'évaluation des besoins vise à rassembler toutes ces informations. Donc, une fois que vous avez toutes les données, il faut faire une analyse des lacunes. Et cette analyse des lacunes va vous permettre d'identifier qui sont les utilisateurs des programmes et des services, quels sont les besoins de la communauté. Pour les besoins de la communauté, ce n'est pas seulement pour les membres actuels, il faut aussi prendre en compte les clients, les membres futurs, donc les utilisateurs futurs des services. Et vous pouvez également identifier les autres prestataires de services. Donc, lors de l'analyse des lacunes, il faut que vous ayez toutes les informations à portée de main. Vous pouvez définir les écarts à combler. Prochaine diapo. Ici, c'est un exemple de cas. Le groupe de travail a mené un processus d'évaluation des besoins et de collecte des données. Comment est-ce que le groupe de travail l'a fait? Il y avait des entrevues avec des informateurs clés, des employeurs, des organismes de réglementation, des institutions éducatives telles que des universités, des écoles, car ce type d'institution offre des formations pour les infirmières formées à l'étranger. Donc, il y a également les associations professionnelles d'infirmières, les employeurs, les organismes d'établissement et d'autres types d'institutions. L'objectif ici, c'est de comprendre les obstacles, les défis rencontrés par les infirmières formées à l'étranger. Donc, ces groupes de discussion et les entrevues individuelles sont des éléments clés pour rassembler des informations. Donc, avec ces données qui proviennent des entrevues, des groupes de discussion, ils ont également obtenu d'autres données qui provenaient de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Ces données incluent la compréhension du processus de licence, de l'examen d'autorisation et les différentes barrières auxquelles font face les infirmières formées à l'étranger. L'organisme s'est donc demandé quel est le taux de réussite à l'examen, combien d'infirmières sont formées localement. L'objectif ici, c'était d'avoir une comparaison. Et la question qui s'est posée aussi, c'est de savoir combien d'IFE, donc les infirmières formées à l'étranger, ont soumis une demande. L'idée ici, c'est d'avoir une compréhension poussée de tout le processus d'examen et d'autorisation. Les chiffres sont cruciaux. Lorsque vous rassemblez les données qui proviennent de la population et que vous faites l'analyse des besoins, c'est important dans tous ces contextes-là d'avoir des chiffres. Lorsque vous faites une candidature pour le financement, il faut avoir des données. Je le répète, les données, les chiffres aussi sont extrêmement importants. Maintenant, on va voir pour la planification pour définir la méthodologie. Donc ici, il s'agit de la planification du programme et la conceptualisation du programme. Ici, on répond donc à la question comment
pourquoi et où. Ou plutôt comment, quand et où. Donc ici, il nous faut plusieurs séances, pas seulement une séance. Vous avez votre comité, vous avez votre groupe de travail, il y a différentes expertises, compétences, champs de connaissances. Et à ce moment-là, vous devez continuer de vous demander qui devrait être impliqué. Lorsque vous faites une évaluation des besoins, vous identifiez aussi les partenaires éventuels. Donc, vous pouvez contacter ces partenaires éventuels, car ces partenaires pourraient aussi être intéressés à une collaboration. IRCC, d'ailleurs, met en lumière ces éléments de partenariat et de collaboration dans l'appel de proposition, car IRCC veut que vous rentriez en contact avec des partenaires éventuels. La question, c'est ensuite, quel est le changement positif que vous visez? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quels sont les résultats souhaités à court, moyen et long terme? Deuxième question, comment saurez-vous si les résultats ont été atteints? Et si vous devez donner les indicateurs, les méthodes de mesure, les chiffres. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de chiffres ici. Les données qualitatives sont aussi importantes, mais IRCC et d'autres bailleurs de fonds aiment recevoir des chiffres. Comme ça, eux aussi peuvent donner ces chiffres-là dans leur narratif pour justifier leur financement. Et l'autre question à se poser, c'est quels sont les changements individuels et systémiques? Prochaine diapo, nous sommes encore sur comment, quand et où. Vous avez les données, vous avez les indicateurs. Ensuite, il faut établir les priorités, avoir un objectif avec un échéancier. La question qui se pose ensuite, c'est que doit-on faire pour atteindre cet objectif? Que doit-on faire pour atteindre le changement? Vous vous demandez aussi quelles sont les options, quelle est l'option préférée et pourquoi? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et c'est là que c'est important d'avoir des personnes qui ont une expérience de vie autour de la table de discussion, car ces personnes pourront vous dire ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est un élément important d'avoir ces personnes autour de la table. Ensuite, vous devez aussi vous demander quelles sont les ressources requises. Ici, c'est un peu comme un plan d'action. Il faut parler des ressources, du personnel, des bénévoles, l'équipement, l'espace et les estimations budgétaires. Une fois que vous avez une idée du programme et que vous avez toutes ces informations, vous savez qui manque à la table de discussion et qui vous devez contacter pour que le programme soit efficace. Ensuite, pensez en dehors de la boîte. Il faut être flexible et pensez aussi aux spécifications de votre programme. Pensez aux rêves, par exemple, à ce que vous voulez atteindre. Et ensuite, demandez-vous comment est-ce que je peux y arriver. Alors, maintenant, on va partager des exemples des infirmières formelles à déranger. Alors, en vertu des données, le remue-ménage, la collecte de données et toute la planification des programmes, par la suite, on a regardé le nombre de programmes qui existent présentement, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Alors, à bout de ligne, le programme qui a été choisi ou les résultats étaient pour pouvoir aider les infirmières formées à l'étranger de pouvoir réussir à l'examen d'autorisation. Alors, à l'époque, les, infer- les infirmières et infirmiers formés à l'étranger étaient en train d'échouer l'examen. Ils étaient en train d'échouer à 66. Ça veut dire que la plupart étaient en train d'échouer. Alors, au lieu d'avoir ce 66 d'échecs, on voulait augmenter cela à 75. Et on voulait aider justement les infirmières femmes étrangères à obtenir un emploi. Alors, le programme que nous avons conçu à la fin, si vous passez à la prochaine diapo, c'est de pouvoir offrir des données opportunes. Et même avant justement l'atterrissage,
Alors, de pouvoir un système dans l'évaluation de leur diplôme, mais aussi de pouvoir orienter deux éléments que nous avons identifiés, notamment ce que la plupart que ces infirmières ne connaissent pas la culture infirmière en Ontario. Alors, on croyait que c'était important qu'ils avaient ces connaissances et c'était aussi nécessaire pour qu'ils puissent, à travers l'évaluation, pour ils peuvent identifier des domaines d'amélioration comme ça, que leur développement de cours serait de répondre à ce besoin ou ces domaines qui a besoin d'être renforcés. Alors, de cette manière, ils sont mieux préparés pour reprendre l'examen de licence. Nous avons aussi offert une formation linguistique spécifique à la profession infirmière parce qu'on sait que la formation linguistique et la maîtrise langagière représentent un défi. Tel que mentionné lorsque nous avons mené l'évaluation de besoins, la plupart ont des emplois de très faibles revenus, alors ils n'ont pas les fonds pour aller à l'école. Alors, comment on peut s'assurer qu'ils ont des bourses, les soutiens financiers pendant qu'ils passent à travers ce programme, y compris de la garde pour leurs enfants et aussi de d'autres soutiens financiers pour la famille. Alors, ça mène à la fin de ma partie. Je sais que j'ai passé à travers cette présentation assez rapidement, mais j'espère qu'avec les questions qui seront posées, on sera capable de pouvoir de vous offrir des questions plus approfondies. Je vais céder maintenant la parole à Data. Alors, pour vous offrir justement qu'est-ce que les éléments plus importants lorsque vous êtes en train de préparer vos propositions, et on a partagé beaucoup de renseignements aujourd'hui et je pense que c'est peut-être assez de renseignements pour vous offrir un cours de 12 semaines peut-être. Mais essentiellement, c'est vraiment important de documenter tous les constats de votre processus, que chaque étape, parce que vous avez besoin de vous assurer que vous êtes bien préparé pour répondre à des questions qui portent sur vos planifications, l'évaluation des besoins. Nous avons parlé de collaborer avec les groupes de travail, avec le groupe de travail. Il est important de garder à l'esprit les éléments qui ont été identifiés comme des barrières, le fait que les gens ne savent pas comment le système fonctionne. Et c'était fort important de faire ce travail petit à petit, alors étape à étape. Alors pour que ça ne soit pas débordant, que les gens se sentent impliqués, que se sentent pas perdus dans le processus et qu'essentiellement vous êtes capable de préparer une proposition de programme qui découle de la communauté. Alors, le modèle de proposition est un bon modèle à suivre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, en somme, on dirait qu'il est important d'investir le temps et les ressources nécessaires pour la planification d'un programme communautaire constitue un défi. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas le temps. On n'investit pas ce genre de temps. Et lorsque vous impliquez les individus, lorsque vous avez une approche fondée sur la participation, ça demande du temps. Surtout si vous essayez d'être respectueux et authentique vis-à-vis les barrières auxquelles les gens font face et de pouvoir répondre à ces inquiétudes. Mais la plupart du temps, les bailleurs de fonds établissent des chantiers assez courts pour le développement et soumission de propositions. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Au lieu d'en train de préparer une proposition à la dernière minute, et qu'est-ce qui se passe normalement, ce délai s'approche et il y a seulement une ou deux personnes qui est en train de préparer, de développer, de soumettre la proposition. C'est pas quelque chose que vous voulez faire. Notre conseil pour vous, c'est que c'est clair que vous avez besoin de faire de votre mieux. Alors, c'est un processus qui ne demande pas l'annonce d'une soumission. Vous pouvez, en train de préparer tous les différents éléments, comme ça, vous êtes prêt lorsqu'une soumission est annoncée.
Alors, c'est important de préparer des propositions qui sont fondées sur des données probantes et différents segments communautaires, mais aussi tous les différents partenaires. Clairement, cela exige un petit peu de prévision et d'une approche délibérée et disciplinée par rapport au processus de planification. Et je pense que la dernière pension qu'on voulait partager avec vous, c'est la suivante. Si vous ne réussissez pas pour obtenir le financement, écartez pas cet exercice ou la proposition. C'est un bon motif pour aller de l'avant et, et que vous êtes en train entreprendre les différentes étapes pour peaufiner votre travail et pour vraiment démontrer que votre proposition est vraiment ancrée dans la communauté. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La dernière diapo, s'il vous plaît. Alors, en somme, c'est vraiment important de faire preuve d'authenticité avec votre communauté. Ça joue un rôle clé. Et lorsque vous parlez des programmes, la programmation communautaire, c'est important de faire preuve d'écoute active, d'offrir des ressources pour encourager la participation et aussi de s'engager à mettre à jour votre proposition lorsque vous faites les preuves d'écoute. Tous les principes que nous avons mentionnés, ceux-là sont tous reflétés dans cette diapo. Et aussi d'être réaliste vis-à-vis vos attentes et peut-être pas de faire ce surengagement et de reconnaître ses propres limitations, que ce soit de votre organisation, de votre personnel. Les gens sont fort raisonnables. Ils savent que vous avez besoin de viser haut, mais peut-être vous n'allez pas obtenir toutes vos demandes. Je crois que c'est le moment qu'on va clore notre présentation. Alors, merci. Adèle, vous avez la parole. Merci, Soubedé. Merci, Mick. Merci pour ce atelier fort exceptionnel. Alors, j'aimerais rappeler à nos participants que c'est seulement une partie de l'atelier. On va avoir l'atelier de suivi la semaine prochaine. Tous les éléments, les composantes de cette session aujourd'hui sont disponibles sur le site de projet. Vous envoyez un courriel avec le lien. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions par courriel ou Slido. Et on va voir comment on peut mettre en pratique qu'est-ce que nous avons partagé avec vous aujourd'hui. Je vais aussi... Ah, merci, je vois que mon courriel vient juste d'être partagé dans la boîte de clavardage. Alors, n'hésitez pas à vous envoyer vos questions. Je vais aussi vous partager un lien pour un sondage. C'est vraiment important pour nous de recevoir votre rétroaction vis-à-vis cet atelier, si des améliorations qu'on pourrait apporter. Alors, n'hésitez pas à partager votre rétroaction. Je vais aussi partager par courriel le lien à Slido. Mais n'hésitez pas à poser vos questions par courriel, c'est parfaitement correct. Alors, on va se voir le 30 novembre à 2023 à midi, heure de l'Est. On va aussi lancer un autre atelier qui portera sur la rédaction de propositions, qui va se plonger justement sur la IRCC et l'appel de proposition. Ça va avoir lieu le 4 décembre. Non, désolé. Alors, c'est alors le 21 décembre, c'est aussi un jeudi. Ça va être un atelier de 2 heures pour se pencher sur les orientations, les directives. On va voir aussi une session de suivi le 4 janvier vis-à-vis toutes les questions et réponses qui portera sur cet atelier. Je vais vous lancer un courriel pour l'inscription la semaine prochaine. Merci beaucoup. Prochaine diapo. Entre-temps, juste à titre de rappel, notre troisième atelier de cette série portera sur la gestion financière pour les petites organisations dirigées par des personnes noires et racialisées. Cette session sera menée par Roger Ramkitson, un spécialiste en finance. Et merci beaucoup à tous et toutes. J'aimerais remercier nos panélistes, Amy, Zableda et nos interprètes et toute la super belle équipe d'Ocasi qui nous soutient en coulisses. Merci beaucoup. Merci, au revoir.